déjà, il faut poser les bases. Il faut rappeler que depuis le 26 juillet, maintenant, le Niger est le théâtre d'un coup d'État qui n'est pas encore consommé, il faut le dire ainsi, parce qu'il n'est pas encore approuvé par la grande majorité, comme c'était le cas pour certains coups d'État de la sous-région où on prenait acte. On disait que oui, on prend acte du coup d'État et ce qui suit d'après. Et il faut rappeler aujourd'hui que le coup d'État du Niger est en quelque sorte le coup d'État de trop, que les gens n'osent pas faire passer aujourd'hui parce que c'était le coup d'État de trop. Posons les bases et le contexte. Il faut rappeler que le Niger est un pays aujourd'hui qui a la meilleure croissance dans la zone ouest africaine. C'est le pays aujourd'hui qui a la meilleure croissance, 9% de croissance, et il prévoyait même 12% de croissance l'année prochaine. Et aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, par rapport aux autres pays comme le Mali et le Burkina, c'est celui qui a moins de problèmes sur le plan sécuritaire. Et encore plus que le pays aujourd'hui est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique, avec une aide au développement de 2 milliards de dollars selon la Banque mondiale, ce qui rappelle en quelque sorte que le pays est sous perfusion, grande perfusion de tous ces États-là. Mais aujourd'hui, le pays se voit abandonné et c'est ce qui nous amène à craindre une crise sans précédent parce qu'aujourd'hui, les États-Unis n'accordent plus d'aide au Niger. La France n'accorde plus d'aide au Niger. Il faut rappeler que les États-Unis d'ailleurs et la France aussi utilisaient le Niger comme base arrière parce qu'ils luttent contre le djihadisme dans cette zone-là. Donc autant les États-Unis, autant que la France, ils ont les bases arrière. La France a plus de 1500 contingents. Oui. Ah oui, absolument. Il y a plus de 1500 hommes utilisent... Et l'Amérique en a 500, je crois. Oui, ils utilisent le Niger comme base arrière pour la lutte contre le terrorisme et le djihadisme aujourd'hui. Donc les tensions sont en train de monter, d'autant plus que dans ce pays, tout récemment, la journée d'hier, il y a eu une attaque contre l'ambassade de France où certains manifestants sont allés scander des slogans anti-français. Ils ont même demandé, ils ont même crié le nom de la Russie et le drapeau russe. Et il a fallu même l'intervention des militaires putschistes pour les calmer parce qu'il y a eu ils ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule. Et l'État français même a riposté. Ils ont dit qu'ils ne toléreront qu'une attaque contre la France et contre les intérêts français. Et les ressortissants français même ont pris attache déjà avec l'ambassade pour contrôler la situation. Mais le plus important, c'est que récemment, le dimanche, il y avait le sommet à la fois de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le cas du coup d'État au Niger. Et durant ce sommet, ils ont longuement parlé. Et certaines sanctions sont déjà tombées. Les sanctions sont d'autant plus dures que l'UEMOA aujourd'hui a suspendu toute transaction qui va vers le Niger. Aucun fonds, la BCAO, je pense la BCAO, voilà la BCAO, aucune transaction autorisée pour le Niger aujourd'hui. Donc le Niger sera en cours de liquidité. Et aujourd'hui, les comptes sont gelés. Et aujourd'hui encore plus, la CEDEAO a interdit le survol de son espace à tout vol qui quitte le Niger. Donc le pays est carrément fermé et le pays ne compte pas. J'ai écouté l'intervention de leur premier ministre, chef de gouvernement, qui rassurait déjà que le président est en sécurité, il va bien, mais que le pays ne pourra pas tenir parce qu'on va rentrer non seulement dans une crise sociale, mais une crise économique sans précédent parce que tous les robinets sont fermés. Et pour un pays qui est sous perfusion, comme je l'ai rappelé avec le montant d'aide que vous avez vu, 2 milliards, c'est quand même énorme, 2 milliards de dollars comme aide. Pour un pays qui est sous perfusion, quand on ferme aujourd'hui tout, le pays est isolé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une manière de faire craquer les putschistes. Et les 7 jours de la CEDEAO, je ne suis même pas sûr qu'on va attendre les 7 jours avant que le pays ne craque. Ouais. Donc on va attendre les 7 jours, oui, Mohamed. Ouais, je ne sais pas si c'est un film que je suis en train de suivre ou bien si c'est du 2 poids 2 mesures. Quel côté film 2 poids 2 mesures. En tout cas, ça a tout l'air qu'un non, 2 poids 2 mesures comment? Quel 2 poids 2 mesures? Non, mais laissez-le finir. On va continuer vous n'allez pas me lancer des pierres, je suis désolé. Non, mais Alpha, il faut le laisser finir. Non, mais sincèrement, je ne vous comprends pas. Non, mais Alpha, je ne vous comprends pas. Vous le laissez finir. Mohamed, vas-y, s'il te plaît. Non, mais vas-y. Je ne peux pas être d'accord avec toi, mais qui te laisse développer. Je disais que si c'est un film que je suis en train de suivre, ou bien c'est du 2 poids 2 mesures que je suis en train de suivre. C'est pas seulement que le Niger. Et d'ailleurs, le conditionnel est posé dans justement tes propos. Je ne sais pas si c'est le Niger seulement qui a le coup d'État, avec ses sanctions, ses multiples sanctions, ou bien ses multiples pressions qu'on est en train de mettre sur le Niger, pourquoi pas sur les autres coups d'État qui ont été actés. Non, le Mali a subi encore la même chose. Il y a eu d'autres. Qui ont été actés par ces institutions et qui sont même soutenus par certains pays. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris les mêmes mesures dès le départ pour certains pays qui ont rapidement fait ce coup d'État, des coups d'État dans la région, c'est-à-dire dans ces pays. Je pensais que si on avait commencé très tôt, peut-être que ces pays n'allaient pas suivre. On avait commencé avec le Mali. Quand toi, il y a eu la Guinée qui n'avait pas accepté. Commencé, mais je l'ai dit. Voilà. Ça a commencé, mais comme Tamba l'a rappelé tout à l'heure dans son speech, que ça a été acté
pour l'instant, au Niger, ça n'a pas été acté. C'est cela que je suis en train de dénoncer. Le coup d'État de trop. Non, un coup d'État de trop, ça va continuer. Ça, je te garantis. Puisque nous allons venir tout à l'heure sur le dernier sujet entre l'Afrique et les présidents africains qui se ridiculisent au sommet de la Russie et de l'Afrique. C'est pour te dire que ça va continuer. Parce que jusqu'à présent, quelles sont les bases qui sont mises faut pas nous dire. Non, quelles sont les bases qui sont mises pour dire que oui, il faut interdire les coups d'État dans les pays? Pour l'instant, il n'y a pas de base. Aujourd'hui, on se fout tellement de ces institutions qu'on pense que ces institutions, aujourd'hui, légalisent le coup d'État. Parce que quand il y a coup d'État dans certains pays, des coups d'État, notamment constitutionnels, ces institutions sont là, avec des gros yeux en train de regarder. Et quand les militaires viennent pour faire d'autres coups d'État, pour faire des coups d'État, pour enlever ces présidents qui font des coups d'État constitutionnels, mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions quand il y a des coups d'État constitutionnels. Il y a des sanctions quand il y a... Non, j'en viens. Est-ce qu'il y en a eu au Niger? J'en viens. C'est pas le même cas. J'en viens. 2 ans et demi de pouvoir. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Vous savez, chaque pays a ses réalités. Le Niger a ses réalités et ce qui est dénoncé par les pushistes, aussi, il faut essayer de voir. Oh non, c'est trop facile aujourd'hui de légaliser un coup d'État à travers le sentiment anti-français. Il suffit d'attaquer la France. Non, mais moi je ne parle pas d'anti-français. Est-ce que tu m'as entendu parler des sentiments anti-français? Je ne suis pas non plus aussi en train... Les pushistes n'ont aucune base. Je rappelais que sur le plan économique... En fait, ce que je veux vous interpeller, pardon, ce que je veux vous dire, acceptez d'écouter l'analyse des uns et des autres. Pardon. Non, s'il glisse, on doit... Non. Ce n'est pas à vous de définir qu'il a glissé ou pas. Ça, c'est mon travail. Donc, laissez-le partir, s'il vous plaît. Justement. Après, vous aurez le temps de donner votre avis concret. Je te rappelle que nous avons des téléspectateurs, des auditeurs qui savent qui est en train de glisser. Je suis dans mes analyses. Vas-y, je suis en train de le dire. Vas-y. Et je ne suis pas en train quand même de dire que le coup d'État aussi est bien. Mais je suis en train de dire, la question que je me suis posée, est-ce que c'est un scénario que je suis en train de voir ou bien c'est du 2 poids 2 mesures que nous sommes en train de voir. Parce qu'un coup d'État de trop, vous pensez que c'est l'affaire en prenant ces sanctions-là, que c'est un coup d'État de trop, ou bien ce sont ces sanctions qu'on est en train de prendre qui vont limiter les coups d'État. Mais quelle est la base fondamentale des coups d'État? Tu m'as rappelé tout à l'heure que ce sentiment anti-français, c'est pas seulement que ce sentiment anti-français, mais en amont, les peuples, ou bien ces peuples, aujourd'hui le Niger, le peuple est en train de soutenir son armée, oui ou non? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui s'est réellement... Non, pas une partie du peuple. On est en train de suivre l'actualité. Si tu pouvais me permettre, parce que j'ai l'impression que tu dors trop, tu ne regardes pas la télé. Mais non. Donc, le Niger aujourd'hui, le peuple, à peu près les 90% des Nigériens sont en train de soutenir aujourd'hui le CNSP. Le CNSP. Oui. Donc, c'est pour dire, il y a eu des préalables pour que le CNSP vienne prendre le pouvoir. Est-ce que nous avons étudié ces préalables pour qu'on arrête les coups d'État dans les pays, dans les différents pays? Parce que quand ça se passe et que le président fait des sourds d'oreilles, généralement, et que les militaires qui se disent, comme l'a dit un détenu ici, qui sont les arbitres, quand ils tranchent, la CEDEAO, ces institutions ne peuvent pas s'élever pour dire que non, nous prenons des sanctions, on fait ceci, cela. En amont, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les militaires à prendre le pouvoir? Ce sont ces études qu'il faut faire. Ce sont ces analyses-là qu'il faut faire. Au lieu de se lever un beau matin pour dire non, ça n'a pas été constitutionnel, ce n'est pas forcé que ça soit constitutionnel qu'on fasse un coup d'État. Non, mais généralement, le coup d'État peut aller d'abord par des défaillances, des gestions d'un président où on pense que oui, ces défaillances-là ne sont pas à l'avantage du peuple. Qu'est-ce qui ne marchait pas au Niger? L'arbitre qui est là, comme le dit quelqu'un, l'armée qui est là comme arbitre peut trancher. Moi, je pense aujourd'hui... L'armée n'est plus arbitre dans nos pays. Moi, je pense aujourd'hui, il faut mûrir la question. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui l'armée à prendre le pouvoir? Est-ce qu'il prend le pouvoir parce qu'il veut se remplir les poches? Ou bien est-ce qu'il prend le pouvoir parce qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel? Ou bien est-ce qu'il prend le pouvoir parce que celui-là qui est le numéro 1 du pouvoir ne comprend pas, fait la sourde oreille pour ne pas comprendre ou bien pour ne pas satisfaire les besoins fondamentaux du peuple? Moi, je pense que ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut se poser. Après 2 ans et demi. Non. Ce sont effectivement des questions. Je dis ce sont des questions. Je ne suis pas en train de dire que je valide le coup d'État. Mais je suis en train de dire tu as donné un sondage tout à l'heure. Ça ne serait pas seulement en prenant des sanctions. Il faut prendre des sanctions. C'est-à-dire, l'État, c'est quoi? Tout à l'heure, tu as dit 90% des Nigériens. Il faut prévoir pour stopper la saignée de ce coup d'État dans les différents pays. On a sans doute compris. Ce sont des questions qu'il faut se poser pour comprendre exactement pourquoi les coups d'État dans les pays. On a sans doute compris, oui, Yanné. Oui,
Emmanuel fait bien de poser le décor et Kourouma qui enchaîne avec beaucoup donc de contradictions. Mais on peut quand même s'interroger aujourd'hui sur l'opportunité ou, si vous voulez, l'accélération donc de cette prise de position des différentes institutions internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, la CEDEAO, l'UEMOA et autres là. Il y a lieu donc de se poser quand on sait par exemple qu'il y a eu une série de coups d'État donc qui se sont déroulés dans l'espace et dans un laps de temps successif. Donc il y a lieu de s'interroger aujourd'hui sur l'opportunité des différentes sanctions aujourd'hui. Mais on peut comprendre dans la mesure où si, n'est-ce pas, à y regarder aujourd'hui dans le microcosme donc des relations dans l'espace CEDEAO, et le Niger constitue aujourd'hui ce qu'on appelle l'un des derniers États où l'Occident est beaucoup plus ancré. Donc, vous vous souviendrez qu'aujourd'hui, en France, je ne parle pas de la France, au Mali plutôt, la France est décriée, au Burkina Faso c'est la même chose, et également aussi au Cameroun, partout à la Guinée. Donc, bref, il y a ces sentiments-là qui existent aujourd'hui. Emmanuel parle des sentiments anti-français. Il ne s'agit pas d'un sentiment anti-français, mais il s'agit plutôt d'une prise de conscience donc, par rapport à cette situation-là. C'est ce qu'il fait ici. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on peut comprendre également aussi ces sanctions dans la mesure où, quand vous regardez aujourd'hui dans la plupart des instruments juridiques internationaux qui résistent aujourd'hui, donc, et ce qu'on appelle les modes d'accès au pouvoir, d'accession aujourd'hui au pouvoir, le coup d'État est totalement prohibé. Qu'il s'agit de l'Organisation des Nations Unies, qu'il s'agit de la CEDEAO. Donc, toute prise de pouvoir par les moyens illégaux est prohibée. Donc on peut comprendre aujourd'hui la rapidité, mais seulement qu'il s'agit des poids, des mesures. Et logique, c'est lorsqu'on accepte quand même d'envoyer quelqu'un d'autre qui est venu par une autre manière de coup d'État, notamment Idriss Déby Itno, qui a n'est-ce pas, succédé à son père, il faut parler comme ça. Il s'agit également aussi d'autres formes de coup d'État. Mais quand Mahamat Déby, donc qui a succédé à Idriss Déby Itno, qu'on envoie comme émissaire, donc pour essayer de résoudre, il y a lieu donc de se poser la question. Pourquoi? C'est une manière de dire aujourd'hui que aujourd'hui Mahamat Idriss Déby a une légitimité. Donc quand Kourouma essaie de dire qu'il s'agit de deux poids, deux mesures, on peut comprendre donc la question aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui est à craindre dans cette crise qui se posture à l'horizon, c'est de comprendre aujourd'hui ces enjeux. Ces enjeux aujourd'hui, on se souviendra de l'intervention. L'intervention dont la CEDEAO est en train de parler aujourd'hui ne repose sur aucune base juridique. Parce que moi, hier, j'ai fouillé dans presque toutes les conventions qui régissent l'organisation CEDEAO. Nulle part il n'est fait mention qu'en cas donc, de survenance d'un coup d'État dans un État où il faut recourir donc, à l'armée. Ça n'existe nulle part. Mais ça n'a pas empêché. Et le coup d'État, tu as vu? Le coup d'État, ça existe où? Le coup d'État n'existe pas. Je parle de l'intervention. Mais ça n'a pas empêché le Sénégal et les pays de la sous-région. C'est sûrement ce qu'il est en train de dire. Je suis entièrement d'accord, mais il faut recadrer des fois. Il y a quand même l'esprit de la logique des textes qui régissent effectivement les relations. Mais Yaya Jammeh a été délogé comme ça. Yaya Jammeh a été délogé comme ça. Yaya Jammeh a été battu dans les urnes. Il ne voulait pas partir et on l'a contraint à partir. Ça, c'est autre. Dans un premier temps, il a même reconnu sa défaite. Quand même, l'autre aspect, l'intervention des organisations vers le Niger pour faire une crise, parce que c'est vraiment là la question qu'on se pose. C'est surtout ça. Est-ce que les textes le prévoient? Pour lui, les textes ne le prévoient pas. Est-ce qu'en Gambie, les textes prévoyaient les choses? Il n'y a aucun instrument juridique qui régit aujourd'hui l'organisation de la CEDEAO qui prévoit une intervention militaire dans le cadre d'un coup d'État. Ce sont les sanctions financières qui sont prévues, également aussi l'isolement donc de l'État. On peut prendre ici, mais aller plus loin, c'est-à-dire, en fait, il y a une question, il y a une logique en droit qui consiste à ne pas violer le droit pour faire respecter le droit. Ça devient ce qu'on appelle une aberration. C'est ce que l'institution aujourd'hui doit éviter. Parce que l'un des défis aujourd'hui, c'est ça. Comment s'ancrer aujourd'hui? Si on a permis, si vous acceptez que Mahamat Idriss Déby Itno fait la médiation, ça veut dire que vous avez entériné donc le coup d'État. Donc il s'agit là de deux poids, deux mesures. Ce qui est une interrogation quand même qu'on se pose, Pierre, rapidement, oui. Et ce qu'il faut rappeler déjà, il y a les statistiques. Dans le monde entier, il y a eu plus de 400 coups d'État et l'Afrique seulement a à son actif plus d'une 200aine. Donc c'est pour dire que les coups d'État aujourd'hui sont devenus une forme d'habit collectif qu'on porte en Afrique.
Mais c'est qu'il faut pointer du doigt. On a rappelé les sanctions de ces institutions. Si aujourd'hui, ces institutions-là, à elles toutes, elles sont venues comme ça sur le Niger, alors qu'il y a eu quand même des États où il y a eu des coups d'État. On n'est pas venu de la même manière. Quelque part, on se demande si ces institutions-là ne sont pas en train de normaliser le coup d'État dans certains États et interdire le coup d'État. On a vu le cas de la Guinée, on a vu le cas du Mali, du Burkina Faso. C'est pas les mêmes sanctions qu'on a observées du côté du Niger. Vous avez l'UEMOA qui a pris des sanctions vraiment excessives. Drastique. On a l'impression même que, mais même lorsque vous prenez l'UEMOA avec les 8 États, vous avez même le Burkina Faso. Mais Tinubu avait prévenu qu'ils vont plus laisser passer les coups d'État. Ils n'ont pas l'UEMOA. Ces sanctions soient répétées sur les autres pays. Ils n'ont pas compris. On se demande comment l'UEMOA, où il y a même un État déjà. Est-ce que le changement à la tête de la CEDEAO n'est pas aujourd'hui la conséquence de ce qui est en train de se passer? Tout à l'heure, c'est qu'il faut rappeler. J'ai observé tout à l'heure l'analyse de Kourouma où il faut quand même qu'on s'intéresse à l'interne, les motivations de ces putschistes-là. Si on néglige tous ces facteurs, on dit bon, le coup d'État de façon drastique, on est contre. Donc si ça arrive, on prend des mesures drastiques. Mais lorsqu'on prend en compte les motivations de ces putschistes à l'interne, on se dirait alors que dans tous les États de l'Afrique, on devrait faire des coups d'État. Non, je ne dis pas qu'il faudrait faire des coups d'État dans tous les États. Déjà, la distinction qu'il faut relever, si on a fait des sanctions pour certains et d'autres des sanctions souples, des sanctions rigides pour certains, c'est que l'institution n'est pas fiable. Non, c'est parce que les sanctions précédentes n'étaient pas exemplaires comme Duxi les prochaines sanctions. Ça, c'est une question. Non, Kourouma. On va s'écouter, oui, allez-y. Kourouma et Pierre ne comprennent pas. On a vu par exemple le cas de la Guinée, le cas du Mali, le cas du Burkina Faso. C'était pas les mêmes sanctions. Aujourd'hui, c'est sûrement parce que le Niger est un petit pays. Non, rien à voir. C'est pas un petit pays. Au Mali, c'était un troisième mandat. Non, c'est facile de Au Burkina, c'était un troisième mandat. Je vais aider Kourouma. Au Mali, c'était un troisième mandat. C'était un coup d'État constitutionnel. À cette allure, pendant ce temps, on ne va même pas survivre. À cette allure, le Niger ne pourra même pas tenir même 2 jours. Alors, c'est qu'il faut rappeler. Et effectivement, l'objectif, c'est effectivement ça des organisations. Justement. Mais si on doit amener le Niger à ne plus vivre, à ne plus avoir ces subsistances-là, c'est que quelque part, on est contre le coup d'État. Mais pourquoi dans les autres États, on n'a pas le même mécanisme? On n'a pas le même mécanisme. Oui, Alpha, rapidement, en 1 minute, s'il te plaît. En 1 minute, même ça c'est trop. C'est qu'il faut repréciser. En République de Guinée, il y a eu coup d'État parce qu'on dit qu'il y a 3e mandat. Et le CEDEAO condamne les coups d'État. La CEDEAO condamne les coups d'État constitutionnels. Au Mali, en ce moment, il y avait une fronde, il y avait une forte manifestation conduite par Imam Diko et son groupe là. J'ai oublié le nom du groupe. C'est en ce moment que les forces spéciales Goïta, M16, c'est en ce moment que le coup d'État est intervenu là-bas. Ça, c'est 2. Troisièmement, allons au Tchad. Le Tchad était confronté à une guerre sans merci, à une rébellion. Vous-même, vous avez compris, c'est après le coup d'État là que le rebelle avait signé. Au Burkina, c'est là-bas qui est un peu discutable. Mais les cas sont différents. C'est totalement différent. Oui, Yacine Palé, on va avec vous. Alors, je pense que la CEDEAO n'est pas en train d'aller 2 poids 2 mesures face aux situations. Merci. Je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. La Guinée, quand il y a eu le coup d'État, on a été suspendu de la CEDEAO. Il y a eu des sanctions. Pour le Mali, il y a eu très grandes sanctions, c'était même de l'inédit. Mais en fait, les économies ne sont pas les mêmes, les pays n'ont pas les mêmes tailles. Ce qui a fait qu'au Mali, les sanctions n'ont pas eu beaucoup de États en droit international. Non, mais l'économie économique. Même dans ça aussi. Non, c'est pas pareil. La Guinée a le même poids économique que les États-Unis. La Guinée n'a pas le même poids économique, mais sur le plan... Non, écoutez, mais... Il ne parle pas de souveraineté des États, il parle de l'État. Écoutez, non, mais ce qu'on va faire... Il est en train de parler des questions des relations internationales. Vous faites une comparaison entre les États. Il faut comprendre que sur l'échiquier international... Sur le plan économique. Sur le plan... Écoutez... Moi, je parlais du plan économique. C'est toi qui sais ce que tu dis. J'ai dit que c'est pas que ça. Aujourd'hui, l'État du Niger est plus vaste que l'État du Burkina Faso. Et économiquement, Tamba l'a rappelé. Économiquement, l'économie du Niger est beaucoup plus aujourd'hui
ouvert, stable, que le Burkina Faso. Tu peux regarder la croissance du Niger peut être meilleure que la croissance de la France. La croissance, ça veut dire quoi de toute la sous-région. Attends, la croissance, ça veut dire quoi? Le Niger ça veut dire que votre argumentaire ne tient pas sur cet aspect économique. Alors, je rappelle que le Niger avait prévu une croissance de 12%. 12%, oui. Ça aurait pu être une meilleure croissance que celle des États-Unis. Oui. La croissance, ça veut dire quoi? Il faut bien que tu te renseignes sur je sais comment ça se calcule. Situation de croissance. Le PIB haute croissance, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un indice de développement. Je reviens, je dis que les pays n'ont pas les mêmes tailles, les mêmes poids sur le plan économique. Et au Mali, qu'est-ce qui a atténué la situation? C'est que le Mali fait frontière directe avec la Guinée. Le Mali est un pays enclavé, mais la Guinée a ouvert ses frontières au Mali. Et le port de Conakry a été utilisé par les Maliens. Les sanctions n'ont pas eu beaucoup d'effets sur la Guinée comme au Mali. Pourquoi? Parce que la Guinée est un pays côtier. Ça, c'est la première des choses. Et la Guinée imprime elle-même sa propre monnaie. Merci. Donc, c'est complètement différent. Aujourd'hui, le Niger est un pays complètement enclavé et qui ne vit que de l'aide internationale, quasiment. Le Burkina est dans la même situation. Mais vous êtes trop dans le noir, quoi. Mais laissez-le finir. Non, mais et donc, si on ferme, la CEDEAO est donc dans sa logique et ils ont fermé. Maintenant, prenons une situation aussi différente. C'est que, entendons-nous que la CEDEAO va devoir changer ses textes à un moment donné parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et le Niger symbolise la prochaine crise démocratique en Afrique. Mais par rapport au coup d'État, ça fait quand même beaucoup. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a un axe du mal qui est en train de se mettre en place entre putschistes. Et si tous ces putschistes-là réussissent à s'associer et à renverser tous ces chefs d'État démocratiquement élus, ça devient un problème pour la démocratie. Rappelez-vous que la CEDEAO était considérée jusqu'ici comme en fait la zone où il y a le plus de démocratie en Afrique, où il y a le plus de stabilité. Ce qui est en train de voler en éclats. Et l'autre chose qu'il faut voir, après on a parlé du 3e mandat de coup d'État, mais lorsque nos leaders qui sont à la tête du pays sont mal élus ou n'ont pas été élus du tout, ça entraîne les coups d'État. L'histoire du Niger, je dis c'est la prochaine crise démocratique en Afrique de l'Ouest, peut-être dans toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est en train de comprendre que le 3e mandat va être difficilement acceptable. Ça ne va pas passer désormais. Ça va être très compliqué. Et je pense que c'est la dernière génération des 3e mandats. Et d'ailleurs, le cas du Sénégal récemment est une preuve. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est que ça a même été souhaité en Guinée. C'est que le président qui quitte prépare un dauphin qui vient à la place, à l'image de Vladimir Poutine avec Dimitri Medvedev. Il vient à sa place, comme ça, même en n'étant pas au pouvoir, il continue de tirer les ficelles. Ça, c'est dangereux dans ce sens que, même si le peuple ne souhaite pas voter pour quelqu'un, le président va tripatouiller les urnes pour que le monsieur la passe. Rappelez-vous qu'au Niger, c'est ce que Issoufou a fait, et surtout que le principal opposant à Issoufou n'a même pas pu avoir accès aux élections. Et ça a facilité la magouille. Ça fait que le président qui est là a été élu, on peut dire, au suffrage, a été élu en fait avec 80-90, il peut même avoir 70% des voix. Sauf que c'est 70% des voix de quelques électeurs seulement. Il va y avoir beaucoup d'abstention, il va gagner plus facilement et il ne va pas avoir les leaders qu'il fallait face à lui. Donc ça fait qu'il ne va pas avoir la légitimité populaire qu'il faut. Ce qui va entraîner des soubresauts, des crises à répétition, ça va inviter l'armée dans l'arène politique. En tout cas, mais pour finir, pour moi, la CEDEAO est face à un défi important. Il ne faut pas accepter que ces putschistes-là au Niger restent longtemps. C'est clair. Il faut qu'ils quittent au plus vite. Ensuite, faire face aux autres. Que les autres putschistes restent. Non, après, c'est ensuite faire face aux autres. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, il y a eu des sanctions. Après, ils ont montré mais tu ne penses pas que les autres ont beaucoup avancé pour qu'on puisse faire face à eux maintenant? Non, on peut faire face à eux différemment. Je dis que le Mali, il y a eu des sanctions dures. Ensuite, les Maliens ont lâché du lest. Après, on a accepté de négocier, de diminuer les sanctions petit à petit, de desserrer le taux. Je pense que ça a été l'erreur. Aujourd'hui, il ne faut pas refaire la même erreur. Il faut plutôt faire en sorte que ces putschistes du Niger quittent le plus vite possible. Ensuite, faire face aux autres. Mais l'idée de dire, le problème c'est la France,
moi, je dis encore une fois, la France défend ses intérêts et je dis chapeau au président français qui défend les intérêts du peuple français. J'aimerais bien que les présidents africains aussi ne pensent qu'aux intérêts des Africains. Ouais. Si quelqu'un est fâché pour ça, c'est qu'il n'a rien compris à la politique. Oui, Emmanuel. Oui, moi, pour juste achever ce que Kourouma disait, je rappelais tout à l'heure, ils étaient en coalition, ils disaient que non, on a durci le ton de l'autre côté et pas de l'autre côté, c'est du 2 poids 2 mesures. Mais le plus important à noter dans cette situation, c'est qu'on ne peut pas continuer à regarder. Les mêmes qui disent aujourd'hui 2 poids 2 mesures, c'est eux qui se plaignaient que le ton ne s'est pas durci. Maintenant qu'on durcit le ton encore, ce sont les mêmes qui se plaignent qu'on a trop durci le ton. Oui, c'est maintenant même il faut durcir le ton pour qu'on en fasse des exemples, qu'il n'y ait plus cela. Aujourd'hui, tous les chefs d'État qui sont aux commandes, moi je suis sûr que leur sommeil est troublé. Quand tu vois que partout il y a un coup d'État, il suffit qu'un mutin se lève de la grade présidentielle, il fasse un coup d'État, on justifie cela. Aujourd'hui, c'est tellement facile de justifier un coup d'État parce que tous les États ont des problèmes. Aujourd'hui, il nous parlait de comment dire ça, il nous parlait de problèmes sécuritaires, que non, il faut voir les motivations. Motivation, d'accord. Le Burkina Faso, quand le coup d'État se passait, il nous disait que non, il faut des militaires pour connaître le problème des militaires. Aujourd'hui, il y a plus d'attaques terroristes au Burkina Faso que n'importe où au monde. Depuis qu'ils sont aux commandes, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Vous ne pouvez pas défendre que non, c'est parce que c'est pas un militaire qui est aux commandes, il ne connaît pas le budget qu'il faut, il ne connaît pas les problèmes de l'armée, les stratégies de l'armée. C'est pour ça qu'il faut un coup d'État. Tous ceux qui ont justifié les coups d'État, par ce par quoi ils ont justifié les coups d'État, ils sont tombés dans les mêmes travers. Quand vous prenez le cas de la Guinée, on dit la justice était monopolisée. Aujourd'hui, on dit qu'il y avait des prisonniers politiques. Aujourd'hui, on faisait la chasse aux sorciers. Ils ont tout dit sur le coup d'État guinéen. Mais les mêmes qui sont venus aux commandes en Guinée sont en train de faire pire que le régime précédent. On ne peut pas justifier un coup d'État par ce fait et être nous-mêmes les auteurs des mêmes faits. C'est impossible. Tous les coups d'État qui ont été justifiés par ces autorités aujourd'hui, qui commandent les différentes transitions, ils sont en train de commettre les mêmes actes, les mêmes erreurs et ils n'ont trouvé aucune solution aux différents problèmes aujourd'hui auxquels leurs États sont confrontés. Donc justifier un coup d'État par un acte et venir aux commandes et être incapable de changer cet acte, c'est trop facile pour justifier les coups d'État. On se sert de la France aujourd'hui comme bouc émissaire. C'est vrai, c'est un État aujourd'hui qui est manipulateur, qui ne fait pas les choses comme il se doit, mais aujourd'hui c'est devenu la nouvelle façon de trouver les portes, les raccourcis. On parle de la France, on attaque. Il parle d'aujourd'hui de soutien des populations. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a cette euphorie qui vient autour de tout le monde. Aujourd'hui, c'est très facile. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples où les populations doivent plus soutenir. Vive le roi.